Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent incapables de dire non? Comment elles s'effacent, sourient même lorsqu'on les blesse et disparaissent peu à peu dans l'ombre des autres? Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une blessure qui ne s'est jamais refermée. Et tout commence dans l'enfance, dans le silence d'une maison où un enfant attend désespérément un regard qui ne vient jamais. Sophia avait 7 ans lorsqu'elle a compris que sa mère ne la voyait pas vraiment. Oh, sa mère était là physiquement, préparant les repas, pliant le linge, mais son regard traversait Sophia comme si elle était transparente. Lorsque Sophia ramenait un dessin de l'école, les yeux de sa mère glissaient sur le papier sans vraiment s'arrêter. Lorsqu'elle racontait sa journée, sa mère hochait la tête en regardant son téléphone. Et lorsque Sophia pleurait, personne ne venait. Le message était clair, silencieux, mais dévastateur. Tu n'es pas assez importante pour qu'on te remarque. Les enfants ne comprennent pas la négligence comme les adultes. Ils ne se disent pas que leurs parents traversent des difficultés ou portent leur propre traumatisme. Non. Les enfants traduisent l'indifférence en une équation simple et brutale. Si maman ne me regarde pas, c'est que je ne vaux pas la peine d'être regardée. Si personne ne m'écoute, c'est que ma voix ne mérite pas d'être entendue. Cette croyance devient le fondement invisible sur lequel ils construiront toutes leurs relations futures. Sophia a donc développé une stratégie de survie. Puisqu'elle ne pouvait pas obtenir l'attention par son existence même, elle allait la gagner par son utilité. Elle devenait l'enfant parfaite. Elle rangeait sa chambre sans qu'on le lui demande. Elle obtenait d'excellentes notes. Elle ne se plaignait jamais. Elle apprenait à lire les micro-expressions de sa mère, guettant le moindre signe de satisfaction et ajustait son comportement en conséquence. Mais voici la tragédie. Même la perfection ne comblait pas le vide. Sa mère restait distante, prisonnière de son propre monde intérieur. Lorsque Sophia est entrée à l'école primaire, elle a transporté cette même stratégie dans la cour de récréation. Elle cherchait désespérément à appartenir, à être choisie, à compter pour quelqu'un. Elle prêtait ses jouets sans jamais les réclamer. Elle laissait les autres copier sur elle pendant les contrôles. Elle riait aux blagues des autres, même quand elles étaient à ses dépens. Et pendant quelques secondes fragiles, lorsqu'quelqu'un lui disait merci ou l'incluait dans un jeu, elle ressentait cette chaleur qu'elle imaginait être de l'amour. Mais cette chaleur ne durait jamais. Car voici ce que Sophia ne comprenait pas encore. Les enfants sentent la faim d'approbation comme les requins sentent le sang dans l'eau. Son besoin désespéré d'être accepté émettait un signal invisible. Certains enfants, ceux qui portaient eux-mêmes des blessures ou qui testaient leurs limites sociales, ont commencé à exploiter cette vulnérabilité. Ils lui demandaient de faire leurs devoirs. Ils se moquaient de ses vêtements. Ils l'invitaient à leur table pour mieux l'exclure le lendemain. Et Sophia, terrifiée à l'idée de perdre le peu d'attention qu'elle recevait, acceptait tout. La psychologie appelle cela la réponse d'apaisement. C'est un mécanisme de défense où l'enfant apprend à anticiper les besoins des autres et à s'y conformer pour éviter le rejet. Dans un environnement menaçant, c'est une stratégie brillante de survie à court terme. Mais à long terme, elle devient une prison. Car l'enfant perd progressivement tout contact avec ses propres désirs, ses propres limites, sa propre identité. Il devient un caméléon émotionnel, changeant de couleur selon l'humeur de ceux qui l'entourent. Au collège, le harcèlement s'est intensifié. Un groupe de filles avait identifié Sophia comme une cible facile. Elles l'appelaient pour l'inviter à des fêtes qui n'existaient pas. Elles répandaient des rumeurs. Elles imitaient sa voix dans les couloirs. Et Sophia, au lieu de riposter ou de s'éloigner, s'excusait. Elle leur achetait des cadeaux. Elle essayait encore plus fort d'être parfaite, convaincue que si elle parvenait à être assez gentille, assez généreuse, assez invisible dans ses propres besoins, alors peut-être qu'elle cesserait. Mais la cruauté ne se nourrit pas de la perfection. Elle se nourrit de la faiblesse perçue. Pourquoi Sophia ne se défendait-elle pas? La réponse réside dans ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise. Lorsqu'un enfant essaie encore et encore d'obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance et échoue systématiquement, son cerveau finit par apprendre que la résistance est inutile. Il cesse de lutter. À la maison,
Sophia avait appris que quoi qu'elle fasse, elle resterait invisible aux yeux de sa mère. À l'école, elle avait appris que quoi qu'elle dise, les autres la blesseraient quand même. Alors pourquoi essayer? Son cerveau, dans une tentative désespérée de se protéger, a simplement cessé de croire qu'elle avait du pouvoir sur sa propre vie. Ce qui rend cette dynamique encore plus dévastatrice, c'est qu'elle crée ce que les psychologues appellent une estime de soi externalisée. Sophia ne savait pas qui elle était en dehors du regard des autres. Sa valeur n'était pas ancrée en elle-même, mais déterminée par les réactions de son entourage. Si quelqu'un lui souriait, elle se sentait réelle. Si quelqu'un l'ignorait, elle se sentait disparaître. Son identité entière dépendait de l'approbation externe, et c'est une position terriblement fragile où vivre. Les années ont passé. Sophia est devenue adulte. Elle a quitté la maison. Elle a trouvé un travail. Elle a tenté de construire une vie. Mais l'enfant négligé vivait toujours en elle, dictant ses choix depuis les coulisses de son inconscient. Au travail, elle devenait celle qui acceptait toutes les tâches supplémentaires, qui restait tard le soir, qui ne demandait jamais d'augmentation. Dans ses amitiés, elle était toujours disponible, toujours compréhensive, toujours prête à effacer ses propres besoins pour accommoder les autres. Et en amour, elle confondait l'attention conditionnelle avec l'affection véritable. Son premier partenaire sérieux était charmant au début, mais rapidement, il a commencé à critiquer. Ses vêtements, ses opinions, ses amis. Et Sophia, au lieu de partir, changeait. Elle s'habillait comme il le voulait. Elle adoptait ses opinions. Elle coupait les ponts avec ses amis. Car quelque part, dans un recoin sombre de son esprit, une voix murmurait encore. « Si tu es assez bonne, il t'aimera. Si tu es assez flexible, il restera. » Cette voix était celle de l'enfant de 7 ans qui attendait toujours que sa mère la regarde enfin. Les neurosciences confirment ce schéma. Les études d'imagerie cérébrale montrent que chez les personnes ayant subi de la négligence ou du harcèlement dans l'enfance, certaines régions du cerveau deviennent hypersensibles au rejet social. Leur système nerveux reste en alerte permanente, scrutant les visages à la recherche de signes de désapprobation. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une adaptation neurologique à un environnement qui était réellement dangereux. Le problème, c'est que cette hypervigilance persiste même lorsque l'environnement devient sûr. Sophia vivait donc dans un état d'anxiété constant. Chaque message non répondu déclenchait une spirale de pensée catastrophique. Chaque silence dans une conversation lui semblait chargé de menaces. Chaque désaccord ressemblait à un abandon imminent. Elle analysait chaque interaction, cherchant frénétiquement ce qu'elle avait fait de mal, comment elle pouvait réparer, comment elle pouvait regagner l'approbation. Sa vie était une performance épuisante où elle jouait le rôle de la personne parfaite, accommodante, sans besoin propre. Mais voici la question que nous devons nous poser. Un adulte peut-il vraiment guérir d'une enfance marquée par la négligence et le harcèlement? L'enfant qui a appris à s'effacer peut-il un jour apprendre à occuper l'espace? La réponse est oui, mais le chemin est long et nécessite un courage immense. Pour Sophia, le déclic est venu d'un moment de rupture. Lors d'une soirée entre amis, quelqu'un a fait une blague à ses dépens. Tout le monde a ri. Et Sophia, comme toujours, a ri aussi. Mais en rentrant chez elle cette nuit-là, quelque chose s'est brisé. Elle s'est regardée dans le miroir et a vu une étrangère. Une femme qui souriait quand elle voulait pleurer, qui disait oui quand elle pensait non, qui disparaissait progressivement même à ses propres yeux. Et pour la première fois de sa vie, elle s'est demandé « Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde ?» Cette question simple a ouvert une porte. Sophia a commencé une thérapie. Les premières séances étaient déchirantes. Parler de ses besoins, de ses limites, de sa colère même, lui semblait égoïste, dangereux. Sa thérapeute lui a posé une question qui l'a bouleversée. Si une amie vivait ce que tu vis, lui dirais-tu qu'elle mérite d'être traitée ainsi? Sophia a secoué la tête. Alors pourquoi te traites-tu toi-même de cette façon? Le silence qui a suivi était assourdissant. La guérison n'est pas linéaire. Sophia a dû réapprendre des choses que la plupart des gens tiennent pour acquises.
Elle a dû apprendre que dire non ne la rendait pas méchante, que avoir des besoins ne la rendait pas égoïste, que exister sans être utile ne la rendait pas sans valeur. Chaque fois qu'elle posait une limite, son système nerveux hurlait danger. Chaque fois qu'elle exprimait un désaccord, elle s'attendait à être abandonnée. Mais lentement, courageusement, elle a commencé à tester ses nouvelles façons d'être. Elle a quitté le partenaire qui la critiquait constamment. Ce fut terrifiant. Elle s'est distanciée d'amis qui prenaient sans jamais donner. Ce fut douloureux. Elle a refusé des tâches supplémentaires au travail. Ce fut inconfortable. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Le monde ne s'est pas effondré. Les gens qu'elle craignait de perdre, ceux qui l'aimaient vraiment, sont restés. Et ceux qui sont partis n'avaient jamais été là pour elle de toute façon, seulement pour ce qu'elle leur apportait. La partie la plus difficile de la guérison fut de faire la paix avec l'enfant qu'elle avait été. Pendant longtemps, Sophia en voulait à la petite fille qui avait tant supplié, qui s'était tant effacée. Pourquoi n'avais-tu pas été plus forte? Pourquoi as-tu laissé les autres te traiter ainsi? Mais avec le temps et la thérapie, elle a compris. Cet enfant avait fait de son mieux avec les outils qu'elle possédait. Elle avait survécu de la seule façon qu'elle connaissait. Et cette survie méritait de la compassion, pas du jugement. Un jour, des années après avoir commencé ce travail sur elle-même, Sophia s'est retrouvée dans une situation familière. Une collègue lui a demandé de couvrir son travail pour la 3e fois du mois. L'ancienne Sophia aurait dit oui immédiatement. Mais cette fois, elle a ressenti quelque chose de différent. Une petite voix calme qui disait « Tu as le droit de refuser ». Elle a pris une grande respiration et a dit « Je ne peux pas cette fois. Je suis désolée ». La collègue a été surprise, mais a simplement dit « D'accord » et est partie chercher quelqu'un d'autre. C'était simple, pas dramatique. Et Sophia s'est rendue compte qu'elle venait de franchir une ligne invisible qu'elle n'avait jamais osé traverser auparavant. Aujourd'hui, Sophia n'est pas parfaite. Elle a encore des moments où l'ancienne peur ressurgit, où elle se surprend à vouloir plaire, à vouloir s'effacer. Mais la différence, c'est qu'elle remarque maintenant. Elle peut voir le schéma, le nommer et choisir consciemment une réponse différente. Les cicatrices sont toujours là. Elles ne disparaissent jamais complètement, mais elles ne dictent plus chaque décision de sa vie. Voici ce que la psychologie nous enseigne sur le harcèlement et la négligence. Il ne crée pas seulement de la souffrance dans l'instant, il façonne l'architecture même de notre identité. L'enfant qui n'est pas vu apprend à se rendre invisible. L'enfant qui n'est pas protégé apprend à se protéger en se rendant inoffensif. Ces stratégies sont intelligentes, adaptatives, nécessaires même. Mais ce qui nous sauve dans l'enfance peut nous emprisonner à l'âge adulte. Alors je vous pose cette question. Où dans votre vie êtes-vous encore en train de vous effacer? Où souriez-vous alors que vous voulez pleurer? Où dites-vous oui alors que tout en vous crie non? Et surtout, quelle part de vous attend encore l'approbation de quelqu'un qui ne l'a jamais donnée? Il n'est jamais trop tard pour arrêter d'attendre. Il n'est jamais trop tard pour vous tenir droit et occuper l'espace que vous méritez depuis toujours. L'histoire de Sophia nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les schémas de notre enfance. Nous pouvons les reconnaître, les comprendre et choisir différemment. C'est un travail difficile, parfois douloureux, mais c'est le chemin vers une vie où vous n'êtes plus un acteur jouant un rôle pour des applaudissements qui ne viennent jamais, mais simplement un être humain, imparfait, réel et profondément digne d'amour. Non pas parce que vous avez gagné cet amour par votre perfection, mais simplement parce que vous existez. Et cela a toujours été suffisant.